Gergovie, tout le monde sait où c'est, mais Alésia. Blois devient le lieu où on aime assassiner les gens. Depuis 1946, Cannes fait son festival. Mais 68, ce n'est pas que le quartier latin, c'est aussi Lyon, Bordeaux, Strasbourg. L'histoire de Soissons ne se résume pas à celle d'un vase. Tous les chemins mènent à Reims. Mais la victoire de Charles Martel a-t-elle bien eu lieu à Poitiers ? Grande date de nos régions, une émission animée par Éric Labaille et Cédric Delaunay. Un podcast ici en région. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Les grandes dates de nos régions. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Les grandes dates de vos régions. Aujourd'hui, petit détour par le Var, le 15 août 1944. Depuis le 6 juin 1944, les Alliés se sont lancés à la conquête de la forteresse Europe. Or, le débarquement de Normandie, puisque c'est de lui qu'il s'agit, n'est qu'un demi-succès. Certes, les forces anglo-américaines ont bien réussi à prendre pied sur le continent et à constituer une puissante tête de pont, mais elles ne parviennent pas à exploiter cette réussite initiale. Leur offensive s'est enlisée dans une interminable et meurtrière bataille de Normandie, dont l'issue est encore incertaine un mois et demi après le jour J. Voilà pourquoi il paraît indispensable de forcer le destin en réalisant un autre débarquement sur le sol français. Après mûre réflexion, les Côtes de Provence sont choisies pour lancer ce nouvel assaut. Ce sera pour le 15 août 1944. Au-delà de ces aspects tactiques, ce second débarquement présente une nouveauté de taille. Plus de la moitié des troupes engagées sont françaises. Le symbole est de taille. Il est d'autant plus que ce débarquement de Provence aura des conséquences spectaculaires, en faisant s'effondrer tel un château de cartes tout le dispositif militaire allemand en France occupée. Or, cette opération militaire reste injustement méconnue. Comment s'est-elle déroulée ? Quels ont été les protagonistes ? Quels résultats a-t-elle obtenu ? C'est à ces questions et à bien d'autres encore que nous allons apporter des éléments de réponse en compagnie d'Éric Labaille. Éric, bonjour. Bonjour. Donc, effectivement, débarquement beaucoup moins connu que celui de Provence, un écho bien plus tardif. Quelle est la situation militaire au 19 novembre 1942 ? Alors, je poussais peut-être un peu à l'est et au sud, qui fait qu'on va décider d'ouvrir un front à l'ouest. Effectivement, il faut remonter même au 8 novembre 1942, qui est la date du débarquement anglo-américain en Afrique du Nord. Et ce débarquement anglo-américain en Afrique du Nord va avoir des conséquences un peu comme un jeu de domino, en fin de compte, va avoir des conséquences beaucoup plus larges, puisque dès le 11 novembre, l'armée allemande va franchir la ligne de démarcation et envahir la zone libre, la zone sud de la France. Donc des villes comme Lyon, des villes comme Clermont-Ferrand, des villes comme Toulouse, des villes comme Marseille, Toulon vont se retrouver en zone occupée, alors que jusqu'à présent, elles avaient échappé à l'envahisseur. Donc là, la situation change complètement. Elles deviennent désormais des buts de guerre dans un conflit qui ne cessera de s'étendre et qui va bientôt toucher toute la France. Donc ce débarquement anglo-américain à Alger bouleverse la donne géopolitique en Europe occidentale et tout le monde imagine que la libération est proche. Cependant... Alors on imagine que la libération est proche, mais se pose la question on va la faire par où la libération ? Parce que l'Europe désormais a été transformée et de plus en plus chaque mois qui passe en forteresse par les Allemands avec le fameux mur de l'Atlantique, mais pas que de l'Atlantique, sur la côte méditerranéenne. Dès qu'ils arrivent dans la région de Toulon, dans la région de Saint-Tropez, de Fréjus, ils bétonnent, ils construisent des points de défense, ils construisent des blocos, ils construisent des positions d'artillerie. Donc l'Europe, d'une façon générale, et la France en particulier, devient un morceau très très dur à prendre. Et donc, on va s'attaquer à l'Europe par où ? Donc, il y a plusieurs possibilités. Soit par les côtes de la Manche, dans le Pas-de-Calais, pourquoi pas, en Normandie, pourquoi pas, soit par les côtes de l'Atlantique, sur les grandes plages des Landes, ça pourrait être intéressant, il y a de quoi débarquer de nombreuses divisions, soit sur les côtes du sud de la France, le Languedoc, la Provence, soit l'Italie, soit les Balkans. Et la solution qui a été choisie, c'est l'Italie. On va passer par l'Italie. Et donc, effectivement, quand les Anglo-Américains se retrouvent à Alger, il y a la contre-attaque aussi qui vient de l'Égypte. Oui. Et donc, le but, c'est de piéger l'Africa Corps menée par Rommel.
Oui, lorsque les Allemands ont compréhension de ce qui se joue en Afrique du Nord, ils envoient un corps expéditionnaire en Tunisie pour s'emparer de la Tunisie et transformer la Tunisie en une, bon, je dirais pas une forteresse, mais en tout cas un point fort, d'où ils pourront ensuite évacuer leurs troupes en provenance d'Égypte, qui ont été battues à El Alamein quelques semaines plus tôt. Et donc commence une bataille qui va s'arrêter le 8 mai 1943, à l'issue de laquelle donc, les Allemands auront pu effectivement rembarquer un certain nombre de matériel et d'hommes, mais auront perdu aussi en Tunisie beaucoup de prisonniers, beaucoup de matériel, beaucoup de morts. Et l'attaque de l'Italie qui va suivre, puisque dès le mois de juillet on attaque en Sicile et en septembre on va débarquer dans la botte italienne, va donner quelques illusions aux Alliés en s'imaginant que l'effondrement du régime fasciste allait changer la donne stratégique en Méditerranée. Ce ne sera pas du tout le cas, et d'autant moins que les Allemands vont réagir avec une rapidité et une efficacité qui va bluffer tout le monde en prenant en compte la défense de la botte italienne, installant des lignes de défense, la ligne gothique, toutes les lignes de fortification qui vont couper les Apennins et empêcher la remontée des troupes alliées. Bref, la campagne d'Italie est une impasse. Avec le fort de Monte Cassino, qui va devenir un symbole qui est quasiment infranchissable. Et là, les troupes anglo-américaines, elles bloquent complètement. Et ça nous emmène sur un autre terrain de guerre. Parce que qui a absorbé le choc principal allemand dans un premier temps, à l'offensive, les Soviétiques, qui ont payé au prix de 27 millions de morts l'invasion de leur territoire, et qui assument l'essentiel de l'effort de la contre-offensive. Oui, et en 1944, Staline est assez furieux parce qu'il a assumé le choc en tant que défensif entre 1941 et 1943. À partir de 1943, après la bataille de Koursk, il va assumer le choc offensif, et notamment en juin 1944 avec la fameuse opération Bagration qui va faire voler en éclats le dispositif allemand à l'Est. Mais il réclame à corps et à cri l'ouverture d'un vrai un second front à l'ouest. Oui, mais le second front à l'ouest, on a déjà essayé en Italie, ça ne passe pas. Où est-ce qu'il va falloir débarquer? Donc on va débarquer en Normandie. C'est le débarquement du 6 juin 1944, qui est censé pouvoir diviser les forces allemandes et ainsi soulager un peu les troupes soviétiques, effectivement, qui payent un très lourd tribut à cette guerre. Grande date de nos régions. Un podcast ici en région. Alors, en quelques mots, parce que c'est pas le cœur de notre sujet, mais ce 6 juin 44, ce débarquement, on nous le présente a posteriori comme une victoire fabuleuse, rapide, etc. C'est plus compliqué que ça. C'est un succès dans le sens où les têtes de pont sont partout conservées. Aucune tête de pont posée sur le sol normand n'a été rejetée à l'eau par les contre-attaques allemandes. Aucune. Donc à partir de ces têtes de pont, tout peut être permis. On peut imaginer de rassembler dans ces têtes de pont des effectifs considérables qui vont ensuite percer et foncer directement sur Paris. Le problème, c'est que les Allemands sont passés maîtres dans l'art de la défensive et que le bocage normand se prête remarquablement bien justement à la défensive et que pendant les 2 mois qui vont suivre, ils vont quasiment bloquer à quelques avancées près l'avance des Alliés, que ce soit les Britanniques face à Caen, que ce soit les Américains dans le Cotentin. Et cette bataille de Normandie, c'est bien là l'échec du plan global allié, qu'elle ne débouche pas, elle ne permet pas d'obtenir le succès stratégique, d'obtenir l'aide nécessaire à Staline en attirant sur elle des effectifs considérables. Les Allemands ont fonctionné à l'économie, ils ont réussi à bloquer la machine de guerre alliée avec somme toute des effectifs relativement modérés, je dis bien relativement, parce que c'est quand même assez considérable. Et c'est la raison pour laquelle il faut trouver une autre solution. D'où donc la nécessité d'ouvrir un deuxième front à l'ouest et pas se contenter effectivement de cette poche Normandie dont le destin n'est pas encore définitivement scellé. Au mois de juillet-août, effectivement, il y a un succès évident, mais un succès qui n'est pas décisif. Voilà. Et donc, on peut s'appuyer sur le débarquement en Corse. La Corse a été libérée précédemment. Et donc, à partir de là, les Alliés décident d'un débarquement en Provence. Alors justement, quels sont les enjeux? Où est-ce qu'on débarque? Comment ça se passe tout ça?
Alors pourquoi la Provence? Pourquoi la Provence? Parce que elle est à la convergence de plusieurs lignes logistiques évidentes. C'est-à-dire que la Corse, comme vous l'avez signalé, a été libérée en fin 1943 et la Corse est devenue un énorme porte-avions anglo-américain, franco-anglo-américain, d'où partent régulièrement des flottes de bombardiers et de chasseurs pour aller mitrailler les défenses allemandes du sud de la France. Donc la Corse peut servir de base arrière à finalement une distance relativement raisonnable. Mais également, on a un peu plus loin, mais pas tellement plus loin, le front italien. Le front italien qui, au mois de mai-juin 1944, a beaucoup bougé, puisque les Allemands ont été contraints, après le fameux épisode de Monte Cassino dont vous avez parlé, ont été contraints à un repli stratégique jusqu'au nord de la Toscane. Ce front italien, finalement, on se rend compte que comme on ne peut rien en attendre, on peut retirer des troupes du front italien pour les injecter ailleurs. Et le plus près possible, c'est justement la Provence. On a la Corse, le front italien, et on a un troisième phénomène qui est la prise de l'île d'Elbe. Quelques semaines plus tôt, l'île d'Elbe, ô combien symbolique pour les Français, a été... Pourquoi symbolique pour les Français? Oh, il me Il me semble semble qu'il y a... qu'un petit caporal est allé passer Oui. quelques vacances là-bas. Donc et- c'était Napoléon Ier qui avait été, dans un premier temps, suite à la défaite en 1814, avait été contraint à l'exil sur l'île d'Elbe, dont il s'échappa et il débarque, lui, à Port-Jouan. Ah ouais, Golfe-Juan, pardon, à ouais, Golfe-Juan. Et donc l'île d'Elbe est conquise par par une division qui s'appelle la 9e division d'infanterie coloniale, donc les troupes coloniales françaises, et deux, menée par un général qui n'a jusqu'à présent pas fait beaucoup parler de lui depuis 1940, c'est le général de Lattre de Tassigny. Et ce débarquement de l'île d'Elbe, l'existence de zones logistiques à proximité désigne tout à fait naturellement, un, la Provence, et deux, l'armée française pour participer à ce débarquement, parce que c'est là la grande nouveauté. Et oui, c'est la grande nouveauté. En Normandie, la présence des Français n'est que symbolique, hein, avec le commando Kiefer, etc. Et puis des navires. Voilà, et des navires. marine. Alors que là, en Provence, les Français jouent un rôle décisif. Oui, c'est à peu près à 50%, ils composent 50% du corps de débarquement. Cette armée française, quelle est-elle? Elle s'appelle l'armée B. Elle est commandée par le général de Lattre de Tassigny, donc qui s'est illustré à l'île d'Elbe comme précédemment, et elle est composée essentiellement d'unités que l'on appelle d'unités de l'armée d'Afrique. Pourquoi l'armée d'Afrique? Parce que ces unités ont été organisées en Afrique du Nord et que leur recrutement implique beaucoup de ressortissants d'Afrique du Nord. Quand je dis ressortissants d'Afrique du Nord, je pense à des troupes musulmanes, donc les tirailleurs algériens, les spahis, mais je pense également à des troupes européennes, comme les Zouaves, comme les chasseurs d'Afrique et comme d'autres régiments composés exclusivement de Français de métropole. Et donc cette armée d'Afrique, elle s'est déjà illustrée en Italie. C'est elle qui a remporté la bataille du Garigliano en mai 1944 et qui a permis de faire sauter le verrou et de libérer Rome. Et donc, c'est elle qui va être chargée, avec les Américains, de pratiquer ce débarquement sur les côtes de Provence. Grande date de nos régions. Un podcast ici en région. Et donc là, une fois la tête de pont mise en place, c'est un succès immédiat. C'est un succès immédiat parce que, un, les conditions ne sont pas du tout les mêmes qu'en Normandie, et deux, je reviens sur cette armée d'Afrique, elle est commandée par des gens qui veulent, un, en découdre, et deux, changer les règles de la guerre. Et à la limite de la désobéissance, le général de Montsabert va foncer sur Marseille-Toulon et vont libérer ces deux grands ports qui sont des ports essentiels pour, ne serait-ce que pour la logistique, pour faire venir le ravitaillement par voie de mer, et vont s'emparer de Marseille et de Toulon assez rapidement, en quelques jours. L'affaire est pliée. Donc
On a une tête de pont qui est déjà très large dès le soir du 15 août, qui est déjà considérable, suivi par une chevauchée fantastique qui va mener les troupes blindées françaises, première et 5e DB, enfin, première DB en l'occurrence, libérer Marseille et Toulon. Ce qui va galvaniser forcément Ah oui, les Français. c'est une véritable époque, c'est une épopée qui commence. Les Allemands ont très vite compris. Privés des deux grands ports que sont Marseille et Toulon, avec sur leurs arrières une tête de pont considérable, la partie est finie. Et donc à partir du 15, 16, 17 août, 18 août, l'ordre de repli général va être donné aux forces d'occupation allemandes en France et on va assister à une véritable débandade de toutes les troupes d'occupation partant du Pays Basque jusqu'au centre de la France, direction le nord-est. Parce que désormais, les Allemands savent que, ayant perdu la partie à l'ouest, la prochaine étape sera l'attaque du Vaterland, hein, l'attaque de la mère patrie. Et donc, il faut rapatrier le maximum de troupes, le maximum de forces pour pouvoir ensuite assurer la défense de l'Allemagne. Donc effectivement, on a évoqué des noms de généraux, etc. J'aimerais partager un souvenir personnel. J'ai travaillé en Tunisie et on allait toucher notre paye à la pairie générale en liquide. Et on avait, nous les CSN, hein, on était au service militaire, on touchait à peu près 1000 dinars par mois. Et je vois un vieux monsieur à côté de moi, avec un vieux burnous un peu tout rapiécé, et qui vient toucher 10 dinars. Et il commence à me donner tout le nom des villages dans le sud de la France, et puis il remonte par le Rhône comme ça. Et je lui dis, bah, vous connaissez bien les dieux. Et là, très fièrement, il ouvre son burnous avec tout un tas de médailles militaires. Et il dit, je connais bien tous ces villages parce qu'on a perdu un copain dans chaque village. On remontait et on a perdu beaucoup de copains jusqu'en Alsace. Où il dit, on aimait bien boire quand même un petit coup de vin rouge et puis après un petit coup de vin blanc en Alsace, c'était bien. Donc, voilà. Donc ce débarquement de Provence est beaucoup moins connu. Pourquoi il est moins connu que celui de Normandie? Pourquoi le débarquement de Normandie est connu de tous, hein? D'ailleurs, si on va dans la rue, on dit 6 juin 44. Je pense que tout le monde, même hors des férus d'histoire, connaît cette date. Autant le débarquement de Provence est plus confidentiel. Mais on attend toujours le film Le jour le plus long, version Provence d'Hollywood. On attend toujours le soldat Ryan à Saint-Tropez. C'est vraiment une question, culturo-médiatique, c'est-à-dire que les médias se sont emparés, enfin les médias au sens très large du terme, je pense au cinéma notamment, se sont emparés du débarquement de Normandie, en ont fait une sorte de monument mémoriel incontournable, et ils n'ont pas fait la même chose pour le débarquement de Provence. Sans doute y avait-il pas assez d'Américains et un peu trop de Français pour que Hollywood s'y intéresse. Donc effectivement, il y a un côté mémoriel qui est fondamental. Une mémoire, ça se construit. Par exemple, si on prend en 1945 la question qui a été posée aux Français, grâce à qui a eu lieu la libération, le pays numéro 1 extérieur, c'était l'URSS. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, complètement gommé des mémoires, et là, avec les tensions que vous connaissez, ça va, c'est pas prêt de s'améliorer, avec évidemment une surreprésentation progressive des États-Unis, et donc la survalorisation dans la mémoire collective du 6 juin 44. On n'oublie pas bien sûr le sacrifice du brave soldat ricain qui est parti se faire tuer loin de chez lui, comme le chantait Renaud. Mais il faut aussi penser et valoriser ce débarquement d'août en Provence. Oui, d'autant plus que le symbole est fort des Français qui libèrent le sol français. C'est une thématique qui aurait tout à fait pu être utilisée par l'État, par le gouvernement, pour valoriser cette participation à la libération. Vous avez évoqué tout à l'heure la vallée du Rhône, parce qu'il faut savoir qu'une fois Marseille et Toulon libérés, la chevauchée ne s'arrête pas là. L'armée française s'enferre dans la vallée du Rhône et remonte la vallée du Rhône à toute vitesse, libère Lyon, libère Dijon, fait sa jonction à Dijon avec des troupes venues de Normandie, justement. Donc la boucle est bouclée, ça y est, c'est fait. Et ensuite va se diriger vers Besançon, Belfort, et là, les choses vont changer, puisque les Allemands se sont retranchés. Je parlais tout à l'heure de sauver la mère patrie, défendre la mère patrie. Donc ils se sont retranchés dans les Vosges, dans la plaine d'Alsace, et va commencer à partir de la fin du mois de septembre, octobre 1944, une guerre qui n'est pas sans rappeler la Première Guerre mondiale, avec des tranchées, avec des conditions climatiques épouvantables, qui ne s'achèvera que par la liquidation de la poche de Colmar en février 1945. L'objet d'une autre émission peut-être. Exactement.
Eh bien, merci beaucoup Eric. Je rappelle que vous êtes l'auteur des grandes dates de la Côte d'Azur que vous retrouvez dans vos librairies préférées ou dans vos points presse. Merci Eric. Merci, au revoir. Retrouvez tous nos podcasts, livres, articles et vidéos sur notre site internet icienregion.fr.